So, good morning, everybody. From my side, since I do not speak that well French, I will switch to my preferred language, which is English. You may have noticed I set you all to mute during the presentations, but should you have questions, you can just unmute yourself after the presentation and ask your questions directly to the one who presented the topic. It now can be that you do not see the presentation in a good size because all the screens are different. So you might need to do 2 steps to get that right. You just click next to my name on the 3 points and press fit to frame, and the presentation will then switch to the perfect size for your screen in the office or at home. So let's quickly have a look at the agenda. We are now at the welcome and the introduction. We will head right into the first presentation afterwards from Martin, where he will answer the questions how you can optimize the lifecycle management of your mobiles. Afterwards, we have a special guest from Papers, Alessandro, who will join shortly, who will show you the file browsing with Hypergate files, which is secure and really easy on the mobile devices. Then we will have a short break of about 15 minutes. You can just stay in the session. We can talk about all kind of things. We can talk about the presentations you heard. We can answer your questions, whatever you like. And afterwards, Mathieu will show you something about modern management for cloud-borne devices. And then already last but not least, Alessio shows you what new solutions our new ways of working require. And then we were already through with the second breakfast for Romandie. And I hope you will enjoy the breakfast. So now I would like to hand over to Martin. Bonjour à tous et soyez le bienvenu pour notre petit déjeuner l'automne 2021. C'est un plaisir de vous avoir ici, de vous voir, de vous entendre et puis d'être de nouveau un peu plus proches l'un de l'autre. Comment ça, il y avait une sacrée période maintenant où quelques-uns disaient qu'on doit rester à la maison et puis on a commencé à trouver des solutions, comment on peut quand même continuer à se voir avec des différentes méthodes. Donc, je suis très content que maintenant, on est de nouveau prêt pour se rencontrer, aussi de pouvoir se rencontrer en personne, non seulement virtuel. On va, ça c'est quelque chose qu'on a décidé en interne, de nouveau refaire nos événements pizza qui ont toujours eu lieu chaque année en printemps dans nos bureaux, dans le locaux à Langnau am Albis. Donc ça, on va relancer en 2022. Donc voilà, on voit que cette pandémie, elle commence à gentiment partir et puis à descendre. Et c'était quand même un moment de réflexion. Il y avait beaucoup de changements qui ont eu lieu durant cette dernière année où ça fait 20 mois déjà ici en Suisse où on était touché par cette pandémie. Et non seulement les personnes eux-mêmes, ils ont subi un changement et puis ils ont fait plein de réflexions, peut-être ils sont revenus aussi un peu plus proches d'eux-mêmes, mais aussi des sociétés. Et puis Nomasis ont pris le temps de regarder qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la mobilité auprès de nos clients et puis quels sont les besoins futurs de nos clients. Et on voit les besoins aujourd'hui, elles ont de plus en plus vers un service, une gestion de cycle de vie de ces appareils complets, dans la vision d'avoir un partenaire avec un seul paiement, mais quand même d'avoir tout un monde avec plein de différentes options. Et puis, on a utilisé ce temps aussi pour se développer et puis pour lancer des nouveaux services
comme le Mobile Operation Center que vous avez déjà entendu parler l'année passée, mais aussi des nouveaux services que on va vous présenter maintenant. Donc voilà, mon nom c'est Martin, vous me connaissez depuis plusieurs années et puis je suis votre contact commercial pour toutes les questions au niveau de la mobilité. Et je me réjouis de pouvoir passer les prochaines 20 à 30 minutes avec vous en vous parlant comment on peut optimiser le cycle de vie de ces appareils mobiles. Si je parle des appareils mobiles, on a toujours la tendance, ou encore la tendance de parler des appareils iOS et Android, mais effectivement, ça ne s'arrête pas avec iOS et Android. Ça continue aussi avec les appareils Windows 10, Windows 11, qui va voir le jour prochainement, ou qui va être déployé prochainement, mais aussi des appareils Mac. Et ces systèmes d'exploitation aussi ont des façons de gestion modernes. Et vu que c'est une manière similaire à Android et iOS, ben voilà, on peut regrouper tous ces différents systèmes d'exploitation et puis regrouper aussi le cycle de vie dans tous ces différents systèmes d'exploitation. Voilà, notre vision. Quelle est la vision de Nomasis? Notre vision, depuis 2004, c'est de fournir un accès sécurisé aux informations n'importe quand, n'importe où et à quel moment. Je pense aujourd'hui on peut dire l'accès sécurisé, c'est quelque chose qui est encore assez ouvert. Par contre, l'accès en général sur les informations, ça c'est acquis. Chacun, en Suisse, en monde, dans quasiment tous les pays, il y a même des pays où les utilisateurs, ils ont plutôt un smartphone qu'un ordinateur. Donc, on a l'accès aux informations aujourd'hui. Ça, c'est donné. Au niveau de la sécurité, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à évoluer et puis à faire. Donc, ça, c'est notre vision. Et nous, on est là pour vous aider, comme nos clients, comme société, pour vous aider de fournir cet accès sécurisé à vos collaborateurs, aux applications, aux données de la société, n'importe quelle application, n'importe quel équipement que les utilisateurs ils vont utiliser et puis à tout moment de la journée. Qui sommes-nous? Juste, vous le connaissez, vous le savez, mais c'est toujours quand même bien de remettre un peu le cercle autour de Nomasis. Donc, Nomasis, c'est un jeu de mots. Nomase, ça vient du latin, c'est le nomade. Donc, c'est la personne qui voyage. Et IS pour Information Security. Depuis les plus que 15 ans d'expérience qu'on a acquis dans le monde de la mobilité, on comprend les besoins de nos clients. On comprend les besoins dans des différentes types de clients qu'on a. Si c'est l'industrie, si c'est la pharma, si c'est les finances ou les gyrophares, donc tout ce qui est police, pompiers, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de différents types de clients qui sont nos clients et puis avec lesquels on travaille. Donc, on comprend quels sont les besoins dans chacun de ces différents clients. On est basé ici en Suisse avec un bureau à Zurich, avec un bureau à Fribourg. Donc moi personnellement, je suis basé à Fribourg. Je travaille depuis Fribourg avec mes collègues Mathieu et puis Alessio, que vous allez rencontrer après. Donc Mathieu qui est notre Mobile Security Engineer depuis de nombreuses années. Alessio qui nous aide au niveau système administration depuis bientôt un an. Donc, on est un team à trois et puis on couvre tous les aspects pour vous fournir un service complet. Le siège à Zurich, il y a encore un tas d'autres ingénieurs, un tas d'autres personnes dans l'administration des systèmes, dans le conseil et aussi qui est la gestion de la société que se trouve à Zurich. Donc, on est ici en Suisse, on est près de vous, on est très focusé
Et puis, on essaye d'avoir un contact direct aussi dans cette période un peu plus difficile. Donc, on est très, très personnalisé. Notre but final, happy end user. Si vos utilisateurs finaux ont un appareil dans la main, ils sont satisfaits avec l'utilisation de cet appareil, avec de pouvoir accéder à tout moment toutes les données que eux ils ont besoin pour faire leur travail, ils vont être contents avec le département IT, donc avec votre travail que vous faites. Et puis je pense en ce moment-là, vous aussi, vous êtes très satisfait et puis très content. Donc je pense qu'on a atteint le but maximal qu'on peut atteindre. Le reste de Noasis, vous connaissez, on a une petite vingtaine de collaborateurs focusés dans la mobilité. Et une autre chose que je trouve c'est important, même que nous sommes une société suisse, on fait partie d'une alliance qui s'appelle Enterprise Mobility Expert Alliance, dit EMEA. C'est une alliance qu'on a, nous aussi, on est membre fondateur depuis de nombreuses années. Ce sont des différentes sociétés comme Nomasis dans les différents pays, comme la France, l'Allemagne, Belgique, Néderlande, en Irlande, UK. Donc, ce sont des sociétés avec le même but comme nous, dans le même domaine comme nous, et puis on a des échanges réguliers au niveau technique avec eux, au niveau commercial, au niveau marketing. Donc on s'échange régulièrement pour comprendre les besoins dans les différents pays, pour assurer que voilà, on ne loupe pas une tendance qui est peut-être déjà en train de venir dans un autre pays, mais qui n'est pas encore arrivé en Suisse, ou plutôt qui est déjà arrivé en Suisse, et puis on, on le partage avec nos collègues dans les différents pays. Donc c'est oui, c'est un pool de savoir-faire qui est gigantesque. C'est une bonne centaine d'ingénieurs qui s'échangent ensemble et puis qui partagent leurs expériences. Question. Êtes-vous prêt pour le futur? Peut-être on va se poser la question, oui, mais de quoi? À quel niveau? Euh, la question qui se pose ici, c'est au niveau de la gestion moderne des appareils, donc Modern Workplace Management. Nous sommes prêts. On a fait de nombreuses installations avec des clients, chez nos clients, pour gérer des appareils d'une manière moderne, donc avec le Modern Workplace. Si c'est du iOS Android, clair, vous savez, c'est commodity, ça on a fait depuis de nombreuses années. Si c'est du macOS ou du Windows 10, voilà, ça aussi, ça fait de nombreuses années qu'on le fait. Donc les cloud-borne devices, ce sont des appareils que, qui arrivent directement chez les utilisateurs. L'utilisateur final, il déballe et puis il lance et il commence à travailler avec cet appareil, out of the box. Et puis ça fonctionne. Donc ça, c'est Cloud-Borne Devices. Ça amène plein de difficultés, bien sûr, pour des services IT. C'est pas quelque chose qu'on fait juste vite fait. On va bien réfléchir comment on va amener la gestion pour assurer un service complet et puis bien utilisable pour les utilisateurs. Ça peut être avec des Unified Endpoint Management de Mobile Iron ou de Microsoft. C'est égal, on a les différentes les expériences. Ça peut aussi être toute autre solution UEM qui est disponible sur le marché. Avec ces tendances Cloud-Borne Devices, on voit aussi que beaucoup de clients, ils sortent de leur Configuration Manager pour les appareils Windows et puis ils veulent aller dans une gestion moderne avec ces appareils. Et puis on a l'impression, c'est vrai, c'est facile, c'est moderne, c'est clic, 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 et puis tout est fait. Et puis ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, c'est aussi Gartner qui a dit ça lors du dernier Magic Quadrant que les clients, ils ont encore de la peine avec le mouvement rapide qui se passe dans la gestion moderne des appareils. Si on vient d'un monde SCCM, c'est quelque chose de statique, j'ose dire. Donc, il y a peu de mouvement, d'évolution dedans. Par contre,
dans la gestion moderne. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont amenées avec chaque version. Dans le cloud, il y a des cycles de vie encore plus courts. Donc, avec chaque nouvelle version, il y a des nouveautés dedans. Et c'est difficile pour les services de tenir avec cette vitesse. Pour Nomasis, vu on est baigné là-dedans depuis 15 ans, on est habitué à cette rapidité et puis on sait gérer ces difficultés-là. En plus, on a développé une approche sur 4 étapes qui nous permet de vous accompagner dans ces projets-là, dans les projets d'amener la gestion des appareils Windows 10 Legacy vers une gestion Windows 10 moderne. Donc, on est tout prêt. N'hésitez pas de nous solliciter et puis de nous challenger. Pour avoir un bon service pour les utilisateurs, on s'est rendu compte que c'est important que l'utilisateur a plus de visibilité avec un Workplace Self-Service, un outil de Workplace Self-Service. L'outil de Self-Service, ou Workplace Self-Service, donne à l'utilisateur une vue sur ses assets. Il peut même aller jusqu'à commander son asset qu'il a besoin pour faire son travail. Donc, c'est un outil qui est fourni par les ressources humaines pour les collaborateurs. Il s'intègre dans les différents systèmes dans le back-end. Il s'intègre avec les systèmes UEM, mais il peut aussi s'intégrer avec d'autres systèmes dans le back-end. En plus, il peut s'intégrer avec des webshops de vos fournisseurs pour des différents outils que vous mettez à disposition. Il peut même s'intégrer avec les infrastructures des telcos pour gérer les aspects de l'abonnement mobile. Et tout ça dans une interface qui est facile à comprendre pour les utilisateurs, qui amène un grand avantage à l'IT, parce que l'IT, ils peuvent gérer les différents assets, ils peuvent gérer aussi le stock les appareils, par exemple. Et puis avec ça, vous avez une vue complète sur ce qui se passe avec les différents outils que les utilisateurs de votre société ont. Et puis, pour les ressources humaines, c'est génial parce qu'eux, ils disent quel utilisateur a le droit de quelle sorte d'appareil ou de asset. Et puis, ils donnent ces outils à disposition pour les utilisateurs. Et puis, si un utilisateur ou un employé, il quitte la société, il appuie le bouton et puis toutes ces assets, ils sont retirés. Donc les devices, ils sont retirés aussi de l'infrastructure pour assurer que les utilisateurs ne puissent plus accéder aux ressources internes. Donc ça augmente aussi la sécurité, ça diminue le travail pour vous parce qu'il y a beaucoup d'automation qui sont fournies avec le Workplace Self-Service. Pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de ça parce qu'on s'est rendu compte que dans les appareils mobiles, pour des sociétés, il y a beaucoup de différents interlocuteurs. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a, si on prend un peu le cycle de vie dès le départ, il y a l'IT qui choisit un appareil. Après, l'IT il va vers le procurement, dit, ben voilà, ça, ce sont les appareils que nous, on mettre à disposition à nos utilisateurs. Le procurement, il commence à chercher le bon partenaire pour acheter les produits, pour avoir le meilleur prix. Voilà, ils vont passer une commande. Après, ces appareils, ils arrivent chez vous, de nouveau dans l'IT, vous faites le staging, vous donnez ces appareils aux utilisateurs. Bien sûr, il y a les ressources humaines aussi qui sont derrière. L'utilisateur, il veut faire l'enrôlement de ces appareils, il y a un problème, il atterrit vers le help desk. Le help desk, il retourne vers l'IT. L'appareil est cassé, on doit le renvoyer, réparer, restager, remettre. Mais vous voyez, c'est un tas de choses. Et puis, plein de différents interlocuteurs. On a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 4 heures par appareil par an que vous mettez à disposition de votre temps au niveau de votre société. Si vous avez 500 appareils, ça fait 250
jours de travail. Donc, ça fait plus qu'un employé full-time que ça vous prend. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions et puis si vous vous êtes rendu compte de ça. Nous, quand nous, on a vu ces chiffres, on s'est dit, waouh, ah ouais, quand même, hein, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous amener des solutions pour diminuer ces coûts. Diminuer ces coûts dans les achats, mais aussi dans de fournir les appareils, de fournir les services derrière, de maintenir ces appareils, de garder aussi un niveau de sécurité, les applications, etc., etc., avec des processus qui sont standardisés et avec une solution qui est quand même tailor-made. Donc, où on fournit le service que vous avez besoin. Quelques-uns, ils disent non, le procurement, on garde chez nous en interne parce que ça, on maîtrise 100%, mais on est content d'avoir du first level support parce qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs et le end user help desk, ils ne se comprennent pas toujours tout à fait bien parce que les appareils mobiles, c'est quand même un autre monde que les applications SAP ou autre chose. Donc voilà, les uns, ils désirent ça, les autres, ils désirent ça. Nous, on a les différents paquets qu'on peut vous mettre à disposition. Revenons sur ces coûts. Si on regarde un peu plus en détail de quoi les coûts, donc le total cost of ownership, de quoi ça s'agit, on voit d'abord, on a des coûts qui sont clairs. C'est facile à calculer. On a l'appareil, ça coûte tant. On a la souscription mobile, ça coûte tant. On a les licences UEM, ça coûte tant. Après, il y a plein d'autres coûts qui sont encore derrière. Il y a les coûts de l'achat des appareils, inventariser ces appareils. Les stocks, vous les mettez où? Vous les gardez où pour des appareils de rechange au cas où il y a un problème? La distribution des appareils, la gestion, l'administration, les opérations, le help desk, la gestion de différentes applications, les formations, etc. Donc ça, ce sont des coûts qui sont plutôt cachés. Et puis après, il y a encore des coûts qui sont soft. Ce sont les coûts que les utilisateurs, ils coûtent parce qu'ils perdent leur travail. Ils ne peuvent pas faire leur travail au bon moment. Ou ils ne peuvent pas faire les projets parce que le service, il n'est pas là. Donc si on regarde ça dans un diagramme un peu plus complet, et puis avec plus d'informations, on a les coûts, les hard costs, hardware, software. On a les coûts de support. Le support, c'est le cycle de vie des appareils, le remplacement du pool, le help desk, etc., etc. Donc le support et les coûts soft cost. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le support parce que c'est là où on voit il y a un gros potentiel pour diminuer les coûts. L'acquisition du hardware, du software, ça c'est donné et on n'a pas trop de choix. Mais au niveau du support, on peut beaucoup, beaucoup améliorer. Donc, 43% des coûts total pour une solution mobile device management ou pour gérer vos appareils mobiles, je vais le dire, pour gérer les appareils mobiles, 43% du total cost of ownership, ils entrent dans le support. Donc, c'est presque 50%. Et si on regarde le cycle de vie d'un appareil qui commence avec l'achat, on donne à l'utilisateur, on fait l'inventaire, etc., etc. Donc, vous connaissez le cycle de vie. 90% de ces tâches, ils sont identiques pour chaque client. Seulement, chaque client a juste un certain pourcentage de personnel qui s'occupe de ça. Donc, c'est chaque fois quelque chose de nouveau. Peut-être le processus, il n'est pas optimisé. Il est bien, mais il n'est pas encore optimisé à diminuer et puis à être encore plus efficace. Je pense juste aux applications. Combien de fois vous devez resigner une application? Resigner une application, c'est quelque chose. Si on le fait régulièrement, ça va vite. Par contre, si on le fait une fois par année, ça prend du temps. Vous devez chercher de nouveau le manuel et puis clic, clic, clic. L'interface a changé.
etc. 90% des tasks, ils sont identiques. Les processus sont identiques dans toutes les sociétés. Vu que nous, on fait que ça, on a optimisé les processus, on est très, très efficace dans les différentes étapes de cette procédure. Et c'est pour ça on prétend pouvoir diminuer les coûts pour les clients finaux. Qu'est-ce qu'amène le Workplace Self-Service Management dans toute cette procédure-là? Donc, on a vu, on commence avec le procurement et la distribution, et puis on finit avec le device recycling ou la destruction des appareils. Mais le Workplace Self-Service Management aide aux ressources humaines de fournir les assets aux utilisateurs qu'il a besoin, et puis d'avoir une vue là-dessus à ce sujet. Au Fleet Manager, ça donne un dashboard pour comprendre quel utilisateur a quel device. Il sait exactement les différents accessoires qui sont utilisés. Il connaît les souscriptions auprès des telcos. Il peut activer et désactiver. Il peut locker. Donc, il a une vue globale là-dessus. Au niveau de sécurité, je vous ai dit, moi, je ne crois pas qu'on est déjà là où on devrait être. Au niveau de sécurité, il y a quand même beaucoup de choses à ajouter. Je parle notamment du phishing. Ben, on sait, il y a beaucoup d'attaques, cyberattaques qui se font aujourd'hui sur des sociétés moyennes, petites, mais aussi grandes. Donc, il y a toutes les échelles qui sont touchées. Et puis, il y avait une croissance énorme durant les dernières 2 années. Donc, je crois que c'est le moment aussi de monter au niveau de sécurité pour les appareils mobiles. Phishing. Est-ce que vous reconnaissez si c'est un message phishing que vous recevez dans SMS ou WhatsApp ou pas? Pas forcément. Parce que c'est beaucoup plus difficile de déterminer dans un chat est-ce que c'est du vrai ou c'est du faux que dans un mail, par exemple. Et en plus, dans un mail, vous avez certainement les outils mis à disposition, mais vous ne l'avez pas mis pour le chat. Donc, au niveau de sécurité, il y a de quoi faire, ça c'est clair. Et le Workplace Self-Service, il peut vous aider là-dedans, en vous protégeant des attaques. Et après, pour l'IT, bien sûr, ça vous augmente l'efficacité grâce aux automatisations. Grâce au self-service, l'utilisateur, il a un problème avec son device, il se met Workplace Self-Service, dit ah, j'ai perdu mon appareil, ou il est cassé, ou j'ai un problème par-ci, par-là. Ça ouvre directement une information chez vous. Vous pouvez, depuis cet outil, directement aller dans le Unified Endpoint Management pour voir l'appareil et pour déterminer où est le problème. Donc, vous gagnez en efficacité, ça c'est clair. Et en plus, vous n'avez plus besoin de faire du staging. Vous avez des configurations qui sont prédéfinies, préconfigurées, très efficaces. Le Workplace Self-Service outil, c'est un outil qui fait partie de notre Mobile Operation Center. Donc, le Mobile Operation Center, vous avez déjà entendu plusieurs fois, est notre centre complet à 360 degrés qui prend en charge l'appareil lui-même, la sécurité, les utilisateurs et l'infrastructure pour un service complet jour et nuit pour vos utilisateurs. Encore une fois, je reviens sur notre troisième ou quatrième slide, pour que vos utilisateurs soient contents et vraiment satisfaits de la solution que vous leur mettez à disposition. Alors, je vous encourage de donner la responsabilité à Nomasis, mais de garder le contrôle chez vous, pour vous aider et pour vous amener, pour vous aider d'avoir plus de temps pour faire des choses qui amènent directement une valeur ajoutée à vos utilisateurs et puis à votre société pour avoir une marge plus grande pour la société, pour rendre la société encore plus compétitive et puis encore plus fort dans le marché. Vu que c'est du commodité, Unified Endpoint Management, c'est du commodité. C'est quelque chose qui est partout la même chose. C'est devenu quelque chose de standardisé
de simple. Et vos ingénieurs, ils sont contents de pouvoir faire des projets intéressants. Et puis, ou aussi votre département opérationnel est motivé de faire des projets intéressants au lieu de faire de la gestion qui est du commodité et puis voilà, qui vous amène un peu moins au niveau des marges, au niveau des finances. Je reviens sur le TCO. Vu qu'on a beaucoup parlé des coûts, diminuer les coûts. De pouvoir diminuer les coûts, on va d'abord savoir quels sont les coûts effectifs. Et pour ça, on vous offre une analyse Total Cost of Ownership dans un workshop qui dure approximativement 2 heures avec 3 à 5 stakeholders importants. Donc, de faire un workshop chez vous pour identifier quels sont les cost drivers, les main cost drivers chez vous en interne, en vous posant des bonnes questions et puis après en sortant les bonnes informations. Si cela n'est pas suffisant, on a une analyse TCO avec un workshop qui dure environ 1,5 jours, qui est payable. C'est un workshop chez vous de 4 à 6 heures. On va faire un document après avec un aperçu et puis vous allez recevoir des détails au niveau de l'analyse des coûts dans format Excel. Puis je vous encourage de regarder une fois quels sont les Total Cost of Ownership et puis après on peut vous faire une proposition avec nos services Mobile Operation Center, avec le Workspace Self-Service Management pour avoir un cycle de vie de vos appareils qui vous coûte moins d'argent. Donc, vous bénéficiez, vous avez plus de temps à disposition pour faire d'autres projets, d'autres tâches, parce que je suis sûr que vous êtes bien assez occupé avec d'autres choses aussi. Pourquoi ils adorent Nomasis? Ils adorent Nomasis parce que ça fait plus que 15 ans qu'on est là dans le monde mobilité, donc on est clairement spécialisé là-dedans. On a un savoir-faire qui est inégal à d'autres. On est très dynamique, on est innovatif, c'est ce qu'on nous a montré maintenant avec le MOOC et puis avec le Workspace Self-Service outils, etc. On a aussi reçu des très bons résultats au niveau des sondages sur le support qu'on vous fournit tous les jours. On est, depuis les 5 ans passés, dans le rating de 4,8 sur 5. Donc, à mon avis, c'est vraiment un résultat exceptionnel. On a dans le Net Promoter Score 85 clients qui nous recommanderaient aussi auprès d'autres sociétés. Voilà, donc ce sont tous des raisons pour lesquelles nos clients, ils aiment bien travailler avec Nomasis. Et puis, je me réjouis pour les projets qu'on va pouvoir faire ensemble et puis les services qu'on va pouvoir développer ensemble pour une relation dans le futur au niveau long terme et pour garder toujours, pour travailler comme toujours dans un respect vers l'autrui et puis aussi avec le besoin d'aider à chacun et finalement pour vous aider à économiser de l'argent. Est-ce que vous avez des questions? Alors sinon, je vais donner la parole à Alessandro de Hypergate qui va nous présenter Hypergate Files et je me réjouis d'entendre sa solution, leur solution qui vous met à disposition pour travailler efficacement avec les fichiers sur vos différents appareils mobiles. Alessandro, the stage is yours. Welcome. Merci, Martin. So hello, everyone. Also from my side, I'm going to hold the presentation in English, while French certainly would be more entertaining for you. What am I going to talk about today? So you heard it before.
the Hypergate's file solution and how you can use it in various scenarios. Also in scenarios where you're moving parts of your organization to the cloud or moving everything to the cloud. These kind of scenarios are all scenarios where Hypergate file can then later on be used. So the agenda is pretty simple. We're going to start with a small intro, which we're part of at the moment, then quickly demonstrate the Hypergate file solution, and then also discuss how this can be part of an overall modern mobile workspace strategy, and also what trends we see in that area. Now, just as a very, very high level overview, what is Hypergate? Basically, it's a set of client-side applications that build on top of existing infrastructure and in your organization, and build on top of standards. So what this means is that on one hand, the benefit of building on top of standards on the client side means that you get integration in all the native apps on iOS and on Android without the need to change anything to your workflows. You can use to open up a docx also Word and not some sort of weird viewer, and to open and sign a PDF you can use the DocuSign, and those are just examples of how you can personally profit from this standardization. And on the infrastructure side, it reuses protocols that have been there since forever now in your organization, like an Active Directory, like a share file system, that you don't have to reintroduce some sort of backend from our side, some sort of server-side application. So it's really just a client application that you install on the device, be it Android or iOS, and then the device gets taught the language of that protocol and is capable of interacting with your existing infrastructure just like a normal laptop or desktop computer. We have now a partnership with Nomasys since 2018, and I'm very happy to also say that they are one of the few certified partners that actually have also excelled in the technical certification of Hypergate. And this also means that all the implementation work, in case you're interested in Hypergate, or also the consultancy, whether Hypergate is something that is useful for you, Nomasys is definitely the right address to discuss those kind of topics. You've seen before the two applications, Hypergate Authenticator and Hypergate Files. Today, we're going to focus more on a technical side, less salesy marketing side, really on the Hypergate Files application. And also, if you have any questions, we'll be taking them at the end of this presentation, and you're very happy to ask in French. I do understand it very well, and I will also reply in French, but it's difficult for me to get all the right words while presenting. So now let's take the scenario where you are moving all of your infrastructure to a cloud provider such as Microsoft Azure. And you're moving also, for the sake of the example, your mobile device management to Intune, because you want to unify the management of desktop laptops, everything on one single platform. Now, on the way to this migration, you will definitely have on-premise file shares, or also file shares that are in the cloud. So file shares like the Azure file system, or something like a NetApp,
or of course a Windows server with your file shares. Now, if you take a look at iOS and Android, this is not supported right away. This means that the minute you move the users to a solution like Intune, they will lose access, for the simple reason that on-premise file shares or NetApp file shares are not something that you can expose in Intune without, well, in Intune. I mean, if you were using something like a VMware or Mobile Iron, that now is called Ivanti, there are tools that they provide on the Intune side. There is no such thing that allows you to still be able to give access to your users of those on-premise file shares. You can of course use OneDrive, but that's kind of a different story. And also, if you have multiple people working on files, it can quickly become messy. So some of your workflows will then start breaking, and this is where Hypergate Files actually comes into the play. So we are basically a drop-in replacement, really just a client-side application that you configure with your mobile device manager, like Intune, and you can then start accessing all the on-premise files just like your laptop and desktop does. The cool thing about this adoption of the standard is that the data loss prevention is handled directly also by the operating system. So on iOS, the files are not shared outside of the work profile, and the same thing also for Android. And the improved usability comes from the fact that you can use any application to access those files. So you are not using our viewers. As a matter of fact, we're not providing even a viewer. You're using directly the PDF or Word or PowerPoint on your phone. And it works two ways, so reading, but also writing the files. Here are just a couple of examples. The Hypergate Files application is optimized such that it supports also streaming of files. So you could even stream entire videos, means that you don't need to have everything downloaded to visualize that specific piece of data. And this brings us to a quick demo. The Hypergate Files app actually opens the native file browser, and if you try to open up a PDF, it will stream that PDF in your PDF viewer. If you open up a Word document, it will open in the native Word application. If you open videos, those or now images, the same thing, and then videos, they start streaming before you actually have downloaded the entire file. So it's really optimized for the mobile experience, and you can move files, you can create folders, you can move folders, everything that you know from network shares, you will have here too. And the coolest thing about this is that the moment you create the folder, it is also created on your network share. So there is no delay. And if you're using an application like Gmail or Outlook, you can directly get and fetch the attachment of that file share and then send it over to someone. So basically, it gives you all this flexibility that you know from a working environment on a laptop, translates it to a mobile phone by leveraging also the standards. And the cool thing is we are not introducing any sorts of middleware or backend component that either delays the synchronization of your files or introduces some sort of component that you then later on need also to maintain.
So you configure it once and then it works. And with this philosophy, there is then also the HyperGate Smart Access add-on, which comes on top. And this is basically a rule engine that allows you to really granularly define specific rules with action points. These get defined in your MDM, so on Intune or Ivanti or BlackBerry or VMware, whatever you're using, and get installed on the device, and then they get evaluated locally. This means you have no dependency on network connectivity, and the same thing counts also for the location. It is the real location of the device and not some IP-based location of the device. And if you think about it, this comes in quite handy because you can define rules such as my user is allowed to see certain files only if he's located in Switzerland. The minute he gets out of the border, out of the country, those files, those folders are not accessible anymore. And this is actually quite powerful if you think about it, that we don't rely on any sorts of network connectivity, because if someone puts flight mode on, jumps on a plane, lands in the US, then gets that phone, the minute that that phone has understood that now we are in the US, because of the location services, the files are no longer accessible, and there is no backend or firewall that can block this. It goes immediately because the rules are predefined and sent and installed on the device with the MDM. And if the rules are not installed, so the whole configuration is missing, so access to those network shares is blocked anyways. And this is really customizable to your needs. This can be rules like blocking is the more drastic action. But you can also say, instead of blocking the access, I will want the user to authenticate with biometrics again. So one other rule could be like saying, okay, if we are outside of working hours and the user tries to access a specific folder or data in general, we will step up and request for a biometric authentication before we allow the user to access that file. And the use case here is the classic use case where your kids are going to play around with your phone, and they can do that, but they will not get any access to the files or to your company files because this file is going to be blocked. However, if you really have to access those files outside of working hours, then you can do so. With the biometrics, you will be able to authenticate yourself. But here again, if you have more questions, whether your specific use case is something that can be covered, Nomas is actually a perfect partner to consult you on the capabilities of this rule engine. Here we have the various plays in a on-premise only world. This is all the way to the left. Then in a world where you have parts of your infrastructure that are on-premise and parts of your infrastructure that are in the cloud, and then a full cloud setup. In all of these three life cycles or stages, HyperGate Authenticator and HyperGate files can actually be of a lot of value for you because they're not introducing any legacy system that you have to replace later on. It's really just teaching the device the enterprise languages, the enterprise protocols, so that you can reuse what is already there.
This slide is a little bit redundant, but still a good summary, because in the end, what you get with Hypergate is really that enterprise access. So it's a gateway to your enterprise data, enterprise applications. We haven't touched on Hypergate Authenticator at all, but with Hypergate Authenticator, you can then also access all sorts of web-based applications. And this basically brings you on par with what you can do with an enterprise laptop. And we will get to that in a minute, but this also is very interesting if you think about the future of the mobile devices, where the whole evolution is actually going from a laptop or from a desktop to a laptop to a tablet, and then in the end, maybe even fully mobile with a mobile phone. And here, the last slide for me for today, we have the summary where we have discussed how Hypergate files can actually fill the gap in an Intune environment, specific Intune example there, and that this is working really like a puzzle piece. So it's a drop-in application. It's something you only configure on the client side. You push with your mobile device manager, and no infrastructure changes are needed. And this runs on iOS and Android. You can define various access rules, and together with the authenticator, you can work like you're working on a computer. And this is very interesting if you think about refitting or refurbishing your workforce or part of your workforce with just mobile devices, because mobile devices are by definition and by design on an operating system way more secure. It does need also protection, like we heard from Martin in the previous presentation, but they have been developed with a lot of learnings from the operating systems like Linux, Windows, and macOS. So they started with core security concepts like application sandboxing from the very beginning. And they don't need to support a legacy of applications that break those sandboxes. So they are way more secure and also way more cost efficient if you think about what it costs to have a workplace with a laptop compared to a workplace with a iPad or mobile phone. This together with something like Samsung DeX, where you get a full desktop environment as soon as you plug in your phone, actually gives you a lot of flexibility on how you want to equip your workforce of the future, and whether everybody really needs a desktop and laptop. Good. Are there any questions? And please feel free to ask in French. I will be able to understand. Alessandro, merci beaucoup pour ta présentation, pour ces explications. C'est fort intéressant de voir et de comprendre qu'il y a des solutions qui permettent aussi dans un monde qui est dans le cloud, d'avoir quand même la possibilité d'un accès sécurisé et aussi facile pour les utilisateurs. Parce qu'on revient sur le credo Happy End User. Et puis avec ta solution, ben voilà, on a tout ce qu'il faut pour être dans le cloud et quand même avoir des accès n'importe où et d'avoir une usability qui est très facile et adaptée pour les utilisateurs. Donc, avec ça, on arrive déjà sur notre pause. Donc, c'est le moment de, hop, là on le voit, de remplir
votre tasse de café ou de thé, peut-être mettre encore une fois ou sortir encore une fois des croissants du four pour reprendre un peu de la force. Et on se voit dans un quart d'heure. Je propose qu'on reprend à 10h15 au lieu de 10h10. Mais de toute façon, on va se revoir dans ce meeting dans un petit moment. Merci beaucoup et puis à tout de suite. Alors, je propose qu'on continue nos présentations. J'espère que vous avez bien pu profiter de cette petite pause pour remplir de nouveau la tasse à café ou de thé et puis chercher encore quelque chose de bon à manger. Donc après ces deux présentations qu'on a eues avant la pause, c'est Mathieu qui va nous parler plus du Modern Management for Cloud-Borne Devices. Donc on revient sur les Cloud-Borne Devices que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et après la présentation de Mathieu, on aura Alessio qui va nous expliquer plus en détail ce que le Workplace Self-Service Management est, ce qu'on peut faire. Donc, New Ways of Working Require New Solutions, c'est son titre, mais on va plonger plus dans les détails sur cette solution que je vous ai déjà annoncée tout à l'heure lors de ma présentation. Donc, Mathieu, the show is yours. Merci beaucoup. Alors, ich werde auf Deutsch sprechen heute. Kein Problem. Non, je rigole évidemment, ça va être trop dur pour moi. Je suis très ravi de vous avoir avec moi ici pour parler un peu de Modern Management, discuter ensemble de qu'est-ce que ça veut dire, et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a comme infrastructure, je dirais, traditionnelle, et ce qu'on aura dans le futur ou ce que vous voulez faire peut-être plus tard. Et on va faire un petit focus aussi sur la partie Microsoft Edge, donc comment gérer ce navigateur pour avoir le meilleur, on va dire, la meilleure utilisation possible au niveau sécurité, mais aussi au niveau utilisation des utilisateurs. Donc ça va être un peu les grosses thématiques d'aujourd'hui pour moi. Donc on va effectivement commencer par faire une petite description. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Modern Management? C'est un mot un peu, c'est un peu une phrase qu'on entend beaucoup. La terminologie Modern Management, qu'est-ce qui se cache derrière? Ensuite, voir un peu la traditionnelle versus justement ce nouveau mode de management, comparer un peu les deux. Je vais vous montrer un petit peu aussi rapidement la partie Microsoft Endpoint Manager, qui s'appelait avant Intune. Il y a eu beaucoup de changements de nom. On va voir qu'est-ce que ça veut dire finalement ces noms maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme outil derrière ces différents noms. Ensuite, on a eu la bonne idée de faire un petit interview, une petite discussion avec quelqu'un qui avait ce genre de soucis aussi, de migration, de comment gérer ses laptops ou ses téléphones. On a posé quelques questions et en fonction de ses réponses, on a essayé de voir comment on pouvait l'aider au mieux. Et avec ça, je vais essayer de vous faire un peu le lien avec ce que nous, on a décidé d'appeler le Mobile Operation Center, qui est finalement notre centre où on a tous nos services, tout ce qu'on peut faire pour aider les clients et faire un peu le lien entre les besoins et ce qu'on essaye d'offrir. Ensuite, je vais parler un peu plus justement de Edge en soi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser Edge à la place d'autres navigateurs qu'on aurait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut le configurer? Quelles sont un peu les différences entre une vision mobile, une vision laptop, entre les différents systèmes d'exploitation? Et je finirai par les points clés à prendre. Qu'est-ce qui pourra vous être utile pour la suite? Donc voilà, j'espère que ça va être intéressant pour vous. Si je commence maintenant avec qu'est-ce que le Modern Management? Finalement, c'est un terme qu'on entend souvent de la part de Microsoft. Ils ont beaucoup poussé ce Modern Workplace ou Modern Management. Donc, tout ce qui est Cloud-Based Management se réfère à peu près à du Modern Management. On parle simplement de serveurs dans le cloud, de gestion depuis le cloud. Donc, on va en fait stopper d'avoir nos serveurs, d'avoir nos téléphones qui doivent être dans des réseaux stricts ou qui doivent se connecter à des serveurs internes. Microsoft fait clairement une avancée vers le cloud. Et là, on voit que pour eux, du Modern Management, ça veut dire du cloud. Point. C'est un peu là où on va aller. Et donc, ils ont décidé d'avoir un peu des
téléphones ou des OS spécifiquement designés en fonction de ces nouvelles technologies cloud pour qu'elles supportent des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités cloud, on va dire out of the box. Pour ça, Windows 10 ça a été le gros déclencheur. Ils ont fait un énorme travail. Ils ont vraiment pensé à ajouter énormément de fonctionnalités pour la gestion au niveau entreprise dans Windows 10 pour que ça soit managé au plus simple avec tout ce qui est cloud. On peut toujours les manager à l'ancienne, comme on verra après, mais ils ont essayé de faire un effort là-dessus pour que ça soit plus facile, plus puissant en utilisant tout ce qui est nouvelles technologies cloud. Et on parle souvent de MDM, ça c'était le mot Mobile Device Management qu'on utilisait uniquement pour justement mobile device, mais dans la pensée collective à l'époque c'était que du Android ou iOS. Maintenant on se rend compte qu'en fait Windows 10 est très très souvent utilisé sur des laptops, et même si c'est des serveurs, des ordinateurs en mode tour, ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est que ça soit des systèmes d'exploitation, on va dire, plus récents, plus configurables, avec des nouvelles méthodologies. Et ce qu'on utilisait avant, donc tout ce qui était API, MDM, etc., pour iOS et Android, on se rend compte qu'on peut les utiliser aussi pour du Windows 10. Et ça, en fait, c'est aussi ce qui se cache derrière ce modern management, ce cloud-based management. C'est utiliser des nouvelles méthodes qui sont similaires à ce qu'on utilisait pour iOS et Android. Donc maintenant, quand on parle de traditionnel, finalement, on se rend compte que c'est principalement l'utilisation d'un AD standard, un AD on-prem, avec des GPO, et puis souvent l'outil SCCM, donc le System Center Configuration Manager, qui est l'outil principal pour gérer tout ce qui était Windows. Donc on parle Windows 10, mais on parlait aussi avant de Windows 7, Windows 8, etc. Et ça, c'est un peu la solution qui se cache derrière du management traditionnel. Et on avait vraiment une opposition entre les Windows et les Android ou les iOS. Et aujourd'hui, on essaye de changer ce paradigme en poussant tous les appareils mobiles ou tous les appareils manageables vers du modern management en passant par du full cloud. Et là, on voit par la droite qu'il y a principalement les gros changements, c'est le Active Directory qui est maintenant dans le cloud aussi, avec un AAD, Azure Active Directory, en opposition à votre AD on-prem. Et avec ça, autour de ça, ils ont construit tout un set de solutions aussi dans le cloud, comme par exemple Microsoft Intune, qui est lui l'équivalent de votre MDM actuel, éventuellement si vous avez du Mobile Iron ou Imonti ou AirWatch ou Citrix, etc. Et avec ces outils qui sont tous intégrés dans le cloud, on va pouvoir gérer aussi du Windows 10 à la place d'utiliser du SCCM par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des blocs qui se rajoutent. Et ils ont par exemple tout ce qui est Azure Information Protection qui se rajoute aussi dans ce package pour sécuriser les devices. Et après, vous avez les outils plus d'utilisation pour les utilisateurs comme Office 365 ou le Store Windows pour la gestion des apps. Et tout ça, ça va en fait créer cet écosystème cloud qui va devenir de modern management. Et on entend souvent parler aussi de Enterprise Mobility and Security. Donc ça, c'est en fait ce qui regroupe les blocs de base pour gérer au mieux les appareils. Donc en général, ça correspond principalement à Azure AD, Microsoft Intune et d'autres services comme la sécurité pour Azure Information Protection. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le traditionnel versus le moderne. Le chemin du on-prem vers le cloud, c'est un peu le grand changement de notre décennie, on va dire. Tout va vers le cloud, donc il faut utiliser les nouveaux outils. Et on voit que les systèmes d'exploitation doivent suivre aussi. Donc quand je vous parle de Intune, c'est finalement qu'un petit bloc. Intune permet de manager des appareils qui sont des cloud-borne devices, on va dire, donc qui supportent une gestion via les protocoles MDM, etc. Mais on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. On a encore beaucoup de laptops qui sont par exemple sur du Windows 8 ou enfin 8.1 ou même du Linux, etc. Et
on ne peut pas utiliser les mêmes outils pour tout encore, malheureusement. Donc, ce que Microsoft a fait, c'est créer ce Endpoint Manager qui regroupe en fait l'ensemble de ces outils. Donc, on aura du Intune, mais on aura aussi ce qu'ils appellent le Configuration Manager, qui est l'outil qui prend en compte les autres systèmes d'exploitation qui sont encore on-prem. Et on va essayer d'avoir cette migration pour qu'à la fin, finalement, tout soit géré par le cloud, tout soit géré par Intune. Et on voit qu'à droite, on pourra avoir du Mac, du Windows, du Android, du iOS, etc. Alors là, je vois qu'il y a même au milieu une sorte de téléphone portable avec Windows. J'espère que ce n'est pas du Windows Phone, mais peut-être. On ne sait pas. Donc, ce Endpoint Manager, finalement, regroupe l'ensemble et permet d'avoir vos anciens modes de management, ou les appareils encore sur du on-prem, mais également de préparer l'avenir avec les téléphones ou les laptops qui sont fully cloud et qui utilisent les nouvelles méthodes de management. Donc pourquoi on va dans ce modern management? Finalement, on est un peu obligé de suivre, mais il y a quand même des avantages. On voit que ça quand même ça réduit quand même passablement les coûts du management et du déploiement. On peut utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles features, comme par exemple Autopilot, qui permet d'envoyer à vos utilisateurs des laptops Windows prêts out of the box, qui sont tout configurés. Comme Martin l'expliquait avant, ils ouvrent la boîte, l'appareil est neuf, ils ont uniquement à se loguer avec leur compte Azure AD, et toutes les policies, toutes les applications, toute la sécurité va être automatiquement déployée. Et donc ça facilite, on n'a plus besoin de faire tous ces concepts d'image. C'est vraiment beaucoup plus, on va dire, simple pour un utilisateur, mais aussi pour l'opération, au niveau opérationnel de l'IT. Ça ne veut pas dire que c'est simple à mettre en place, ça ne veut pas dire que c'est facile à gérer, qu'il n'y a plus de challenge, mais ça facilite quand même, il y a moins de clics à faire, on peut plus automatiser et ça devient plus intelligent, on va dire. Donc on aura effectivement grâce à ça un bénéfice aussi parce que tout sera au même endroit. On n'aura plus un outil pour gérer l'Android iOS, un outil pour gérer les Mac, un outil pour gérer les Windows. On pourra gérer de façon différente, évidemment, parce qu'on ne peut pas gérer un Windows de la même manière qu'un Android, mais au moins depuis le même endroit, avec les connaissances, des connaissances similaires, on pourra utiliser le même outil. Et le fait qu'on gère les téléphones ou les appareils mobiles depuis le cloud réduit quand même grandement les problématiques d'infrastructure on-prem, mais aussi les problématiques de réseau. On délègue un peu notre problématique de réseau en se disant, par défaut, vous pouvez communiquer avec le cloud, mais c'est à nous derrière de faire en sorte que ça soit sécurisé en fonction de qui vous êtes, de où vous êtes, du statut de votre appareil. Si votre appareil a un malware dessus, on ne va pas le laisser s'enregistrer, mais il n'a pas besoin par contre d'avoir un VPN ou d'être sur un certain Wi-Fi pour communiquer avec le serveur qui va faire cette décision. Et donc ça, c'est des gros bénéfices. On délègue la partie infrastructure aux fournisseurs, par exemple Microsoft, mais pas forcément. Et on se concentre sur sécuriser la chose en termes de logique, en termes d'accès conditionnel, etc. Si je passe maintenant d'un point de vue perspective en fonction d'un vrai, on va dire d'un réseau typique, de qu'est-ce qu'on a chez nos clients. Donc si on prend à gauche, on a une sorte d'infrastructure plus classique où on voit un périmètre donc d'entreprise. Tout est caché derrière le firewall. Et si vous n'êtes pas à l'intérieur de ce périmètre, vous êtes embêté, soit il vous faut un VPN, soit il vous faut d'autres technologies. Mais on voit qu'à l'époque, du coup, c'était vraiment ça qui était le standard. Et maintenant, on va se diriger vers la droite. Finalement, il n'y a plus vraiment de périmètre. C'est plus des accès conditionnels, donc des accès en fonction de qui vous êtes, de votre position en termes de sécurité aussi, si votre appareil est safe ou pas. Et on ne va pas utiliser les mêmes technologies, on ne va pas avoir les mêmes challenges, mais ça permet de faciliter grandement la mobilité. On est beaucoup plus flexible au niveau de la mobilité d'entreprise. Les gens peuvent se déplacer plus facilement, ils n'ont pas besoin de se battre avec des VPN. Vous pouvez aussi plus facilement utiliser des appareils qui sont Bring Your Own Device ou Choose Your Own Device.
on a une facilité donc pour provisionner les appareils, comme on l'a dit avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes d'authentification qu'on utilise. C'est beaucoup plus axé sur la sécurité identity driven, donc pas forcément de où vous vous connectez. Si vous êtes dans le réseau, vous avez le droit à tout, mais plutôt de qui vous êtes. Et là, on utilise des protocoles plus récents comme tout ce qui est OAuth, la fédération, donc les outils comme SAML, WS Federation de Microsoft. Et on utilise moins maintenant tout ce qui était protocole. On évitera maintenant de parler de Basic Auth. Kerberos devient un peu moins aussi utile pour le cloud. Donc, c'est des outils qu'on va gentiment pousser et qu'on va maintenant passer plus sur tout ce qui est token-based. Donc, vous avez une authentification, vous prouvez qui vous êtes et vous avez le droit d'accéder, oui ou non, aux ressources. Donc, chaque accès aux ressources sera contrôlé. Et ça permet aussi d'augmenter les gestions pour ce qui est remote management, pour aider les utilisateurs. On pourra, en tant qu'IT, plus facilement aider une personne sans forcément qu'elle soit dans son bureau, à sa place, ou qu'elle vienne à l'étage de l'IT, etc. Donc ça permet finalement d'avoir une facilité aussi pour l'utilisateur final et l'interaction entre l'utilisateur final et l'IT. Donc, suite à ça, on a décidé un peu de discuter aussi avec nos amis ou nos clients pour avoir un peu une notion de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Et finalement, on a remarqué que les choses reviennent souvent les mêmes. Donc, ils veulent finalement de l'agilité. Pour eux, un utilisateur final, il doit pouvoir prendre son téléphone ou son appareil Windows, le charger, l'ouvrir, s'enregistrer avec son identifiant qu'il connaît, qu'il utilise partout. Et tout doit être facile, tout doit être géré. Donc nous, on a l'expérience là-dessus. On a décidé de développer notre partie justement Mobile Operation Center côté device, donc côté appareil, où on fournit une quantité de services pour justement amener cette agilité et cette aide aux clients. Donc là, je vais vous montrer après plus de détails sur ce qu'on fournit là. Il y a aussi la partie flexibilité. Donc au niveau des configurations, des applications, on veut pouvoir pousser, on veut pouvoir configurer rapidement, facilement en fonction des besoins. Et ça doit aussi être indépendant des individus. On ne veut pas devoir toujours attendre sur une personne qui gère le MDM. Si cette personne est en vacances, on ne peut pas pousser de nouvelles apps, on ne peut pas changer des configurations. Donc pour ça, on a aussi la partie justement scalable. Donc si vous avez besoin de rajouter des choses, si vous avez besoin d'enrôler de nouveaux employés, qu'il y a des nouveaux appareils qui doivent être poussés ou des nouvelles apps simplement qui doivent être poussées, nous, on a développé la partie infrastructure de notre MOC, justement, où on va vous aider dans tous ces points donc de configuration, de gestion. Et là, on est capable de vous aider à ce niveau-là. On a aussi beaucoup entendu parler de Zero Touch. Ça, c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude d'avoir sur des appareils mobiles typiques Android iOS. Mais on aimerait aussi finalement que ce soit quelque chose qui soit facile avec des laptops. Mais on parle aussi de Zero Touch dans le sens où la personne avec qui on parlait voulait éviter toute interaction directe avec le téléphone ou l'appareil de l'utilisateur. Le but, c'était qu'on puisse l'aider à distance, mais aussi qu'il puisse être traité n'importe quand, dans n'importe quelle langue, etc. Et pour ça, nous avons principalement axé notre travail sur la partie user du Mobile Operation Center, où là, on travaille vraiment sur aider l'utilisateur final, fournir un service à ce niveau-là. Et au niveau de la transparence aussi, on a une solution qui permet de faciliter la partie coût, où on a une transparence coût. Vous savez combien ça coûte chaque mois pour chaque utilisateur, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problématique. Et on rajoute aussi au-dessus la partie monitoring. On a des outils et on a une façon de gérer la chose qui permet d'avoir une vue facile sur quelle licence, quelle permission, quelle config, quelle app sont poussées à qui. Et ça, c'est assez efficace. Et finalement, le dernier point, il ne faut quand même pas oublier la sécurité. C'est bien d'avoir une solution qui fonctionne, c'est bien d'avoir de l'utilisation facile, mais il faut aussi qu'on puisse être sécurisé, qu'on suive les standards de sécurité les plus récents.
Et pour ça, on a un axe de sécurité où on va vraiment se focaliser là-dessus. On va vous fournir des solutions up-to-date, on va dire, qui sont vraiment best practice. Et là-dessus, on se focalise justement pour sécuriser la donne. Donc là-dessus, on a développé ce Mobile Operation Center. Je ne vais pas revenir sur chaque point non plus à chaque fois parce que vous en avez entendu parler. Et là, le but, c'est vraiment de travailler sur ces 4 axes. Donc la partie sécurité, la partie utilisateur, la partie infrastructure et la partie device pour justement répondre aux besoins qu'on a identifiés avec ces différents interviews qu'on a fait. Et là, on permet justement de travailler sur ces 4 axes ensemble avec vous. Donc ça, c'est un peu pour la partie mock. Maintenant, j'aimerais quand même avancer sur la partie aussi Microsoft Edge. Ça, c'est un cas qu'on a vu justement souvent. C'est un cas assez compliqué parce que c'est de là que la plupart des services sont accédés. Tout le monde utilise un navigateur pour accéder aux différents services, surtout sur un Windows. Et on s'est rendu compte que si vous aviez un iOS, un Android ou un Windows, vous aviez différentes possibilités et peut-être beaucoup trop de possibilités, du Chrome, du Firefox, du Safari, du Edge, du Internet Explorer, j'en passe. Donc, c'est assez compliqué à gérer ces différents browsers parce que vous devez gérer les différentes policies, les différentes GPO. Est-ce que vous avez du VPN, si c'est des devices VPN. Au niveau de la protection aussi, il y a la des App Protection Policy ou autre. Donc, finalement, la sécurité, elle devient de plus en plus dure à gérer, mais aussi la productivité si vous avez trop de navigateurs. Donc, pour nous, on s'est rendu compte que Microsoft avait réussi à faire un travail assez intéressant. Plutôt que de se battre entre tous ces navigateurs et essayer de tous les gérer, on a finalement décidé de se concentrer sur Edge. Et pourquoi Edge? Principalement parce que ça va très bien dans l'écosystème. C'est un écosystème donc global avec Microsoft. Ils ont réussi à faire ça d'une manière très propre. Et ils ont aussi décidé de passer sur du Chromium Base. Ils ont arrêté d'essayer de créer leur propre technologie sous-jacente. Et maintenant, ça fait que le produit est beaucoup plus stable. Donc, on arrête de se baser sur les anciennes technologies comme Internet Explorer, où on avait à chaque fois des problématiques, des bugs, où les développeurs devaient faire des if Internet Explorer fait ça, mais pas le reste. Donc maintenant, on a un outil beaucoup plus stable. On a toujours un support legacy. Donc c'est en plus une solution qui permet de migrer gentiment si vous avez encore des vieux services qui sont fournis que pour IE. Il y a des protections aussi qui sont rajoutées automatiquement. Et comme on parlait avant, Alessandro, comme on travaille avec des produits plus récents, il y a des fonctionnalités de sécurité qui sont pensées à la base. Et là, on a des solutions contre le phishing ou contre les malwares qui sont intégrés dans les navigateurs directement. Donc ça permet d'être une meilleure protection. Là, j'ai quelques exemples. C'est des technologies typiques pour la protection contre le phishing, le Smart Screen, Application Guard, aussi du Data Loss Prevention, Conditional Access. Toutes ces choses-là, elles vont fonctionner ensemble. C'est des technologies qui vont fonctionner pour supporter une meilleure protection de vos utilisateurs. Et j'en parlais avant, ça s'harmonise, c'est vraiment un framework, un écosystème. Tout ce qui est Office, App, fonctionne très bien ensemble. Si vous avez les applications Office, Word, Excel ou du OneDrive, etc. Tout ça va fonctionner très bien ensemble avec tout ce qui est SSO, etc. Ça permet d'avoir un avantage énorme. Et vous avez aussi la partie synchronisation, vous pouvez faire du travail en distance. Finalement, One Browser to rule them all, c'est vraiment le navigateur qui est le plus efficace si vous avez de différentes plateformes et que vous avez un écosystème Microsoft. Donc pour configurer Microsoft Edge, finalement, pour du Windows 10, c'est relativement rapide en termes de config standard, mais par contre, ça prend du temps au niveau de la sécurité et de configurer vraiment toutes les possibilités qu'il y a. Donc on commence par simplement importer l'app, l'utiliser comme par défaut, appliquer les baselines de sécurité. Donc Microsoft fournit des security baselines, c'est-à-dire par défaut, ils essayent de la configurer le plus sûr possible. Mais bien sûr que nous, après, on va faire les configurations adaptées à l'entreprise en elle-même. Et c'est ça qui prend du temps. Et une fois que ça c'est fait, on peut s'amuser, rock and roll. Et c'est vraiment un outil très puissant. Donc pour importer l'app, c'est relativement simple. Il suffit d'aller dans Intune, dans le store Windows Apps, ajouter Microsoft Edge. Ensuite, pour l'ajouter en termes de
default browser, il faut créer une policy. Donc ça, c'est une policy standard aussi qu'on peut créer et puis importer dans Intune. Vous avez les différents champs que vous pouvez ici utiliser avec les différents URL, URI, etc. Et ça, c'est des configurations qui sont toutes dans Intune effectivement aussi. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez appliquer la security baseline. Donc là, vous aurez justement les recommandations par défaut. Donc tout ce qui est Flash va être bloqué, tout ce qui est SSL va être minimisé en termes de sécurité. Vous aurez les queues du TLS 1.2 ou etc. Qui seront activés par défaut. La partie sécurité pour les passwords aussi, la partie téléchargement, tout ça, ça sera fait par défaut. Et après, vous avez une énorme quantité de configurations possibles. Pour cela, on utilise les templates, administrative templates. Il y a plus de 400 configurations qu'on peut faire. Donc là, on peut vraiment contrôler avec une granularité énorme la gestion sur le Windows 10 de Edge. À noter que ça fonctionne sur Windows 10, mais que ça ne sera pas les mêmes configurations pour du iOS, du Android, etc. Et une fois que vous avez fini de configurer toutes ces options que vous pouvez, hein, donc passer en revue les 400, ça prend un peu de temps, mais après, on a vraiment un outil extrêmement puissant, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une solution out of the box pour les personnes qui se connectent à leur Windows. Ils auront automatiquement leur navigateur préféré avec tout ce qu'il faut dedans. Ils pourront se connecter en SSO à tous vos services. Et tout ça en étant sûr que vous avez une solution sécurisée et qui vous permet de fournir un service utile, rapide, efficace, mais aussi sécurisé à vos utilisateurs. Donc si je prends un peu les points importants, pour la partie mobile, vous aurez toujours ce qui est Intune App Protection Policy, mais c'est important de créer aussi tout ce qui est Conditional Access. Ça, c'est des choses qui sont très importantes de mettre en place, configurer les applications et puis faire attention à tout ce qui est SSO. Vous pouvez utiliser pour ça les Application Proxy pour justement permettre d'accéder encore à ce qui est on-prem. Si vous avez une migration, vous n'aurez pas forcément tout dans le cloud. Donc la partie on-prem pourra toujours être utilisée, mais pour ça, il faudra créer ce qu'on appelle des application proxy. Puis pour la partie Windows 10, il faudra réfléchir si vous avez besoin ou pas de différents navigateurs. Si ce n'est pas le cas, on vous suggère du Promote Edge en tant que navigateur par défaut, et de bien utiliser tout ce qui est baseline security pour avoir les sécurités de base Microsoft et de prendre pas mal de temps pour configurer et réfléchir à tout ce qui est administrative templates pour vraiment avoir quelque chose qui vous convient et qui est en fonction de votre entreprise assez granulaire. Donc voilà, moi j'en ai fini avec la présentation sur tout ce qui est modern management et un exemple avec Edge. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je réponds en anglais, en allemand, en français, pas en italien. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne matinée avec nous, avec les différentes présentations intéressantes qu'on vous a données. Du coup, pour ma part, je vais vous présenter, comme son nom l'indique, Workplace Self-Service Portal, qui va vous exposer un petit peu plus en détail justement ce portail en self-service qu'on peut mettre à disposition au travers de notre Mobile Operation Center. Pour commencer, l'agenda, les différents points qu'on va passer au travers pour ces 20 prochaines minutes. D'abord, on va parler des problèmes qu'on aimerait résoudre grâce à ce self-service portal. Ensuite, un portail pour tous. Les différents packs qu'on peut proposer pour ce portail. La procédure, c'est-à-dire les différentes phases dans le cas où vous désirez aller de l'avant avec ce portail, comment ça se passera, les différentes phases du projet. Ensuite, on parlera des différentes compatibilités avec d'autres produits. Et pour finir, on parlera aussi les défis que ce portail veut résoudre et peut résoudre. On pourra voir également pendant la présentation différents screenshots de comment l'outil, à quoi l'outil ressemble. Du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir un aspect un peu plus visuel. Concernant les problèmes qu'on veut résoudre, d'un point de vue employé, ce qu'on veut éviter,
C'est des process qui sont peut-être trop rigides, qui permettent pas d'utiliser le potentiel complet d'une entreprise. On veut justement apporter cette flexibilité. D'un point de vue des ressources humaines, ils veulent garantir une expérience pour les employés la meilleure possible, quel que soit le lieu. Et je pense que ce qu'on vit et ce qu'on a vécu par rapport au Covid, c'est un bon exemple. On veut éviter que les employés doivent se retrouver sur site pour aller dans le bureau du département informatique pour avoir certains soutiens. Là, on veut avoir ce côté vraiment, quel que soit le lieu, vraiment depuis partout. D'un point de vue des achats et des finances, on veut avoir des coûts prévisibles et transparents pour avoir une meilleure gestion justement des coûts. Et du point de vue du département informatique, on veut une solution qui fonctionne sans toujours avoir besoin d'aller résoudre des soucis ou d'aller dans la configuration toutes les semaines pour pouvoir changer quelque chose. Et justement, ce Workplace Self-Service est la réponse justement à tous ces défis, à tous ces problèmes qu'on peut avoir dans une entreprise. Pour plusieurs raisons, parce qu'il est facile à utiliser, il a un web GUI très intuitif. On peut ajouter également d'autres appareils. Ici, on ne parle pas uniquement d'appareils mobiles, on ne parle pas uniquement de smartphones ou de tablettes. On peut également parler des écrans, des claviers, des souris, tout dépend de ce qu'une entreprise veut avoir le contrôle sur son inventaire. Et en tant que client, justement, le but là derrière, c'est de pouvoir se concentrer sur des choses plus importantes et pas devoir gérer des tâches, je dirais, plus petites et plus en détail qui prendraient potentiellement du temps. Donc ici, cette slide, on a pu la voir déjà dans la présentation à Martin. C'est une autre façon de voir les choses. Du coup, on peut voir que les différentes parties prenantes, que ce soit en termes de personnes ou en termes de process, que ce soit les ressources humaines, que ce soit toute la partie inventaire des équipements informatiques, que ce soit également la partie sécurité, que ce soit le département informatique, on voit que l'élément central à toutes ces parties, c'est justement l'expérience des employés. Martin l'a dit plusieurs fois, vraiment, ça met au centre justement un happy end user. Du coup, si l'employé est content, l'entreprise est contente et nous sommes contents également. D'un point de vue du personnel, du coup, d'un point de vue des employés, ce portail, il est simple. Il nécessite aucune formation pour les employés. C'est vraiment quelque chose d'intuitif. L'interface est simple et on peut mettre à disposition justement ce portail à une entreprise et les employés vont pouvoir l'utiliser dès que le portail est mis à disposition ou dès qu'ils joignent l'entreprise. On peut voir en bas un des screenshots, on voit la liste des différents équipements qu'un utilisateur peut avoir. Là, on peut voir par exemple qu'il y a un iPhone XS, qu'il y a un MacBook Pro, une Apple TV également, un iPad, un iMac. Vraiment, on peut rajouter tout équipement qu'en tant qu'entreprise, on peut penser que ça fait du sens d'avoir une vue et d'avoir un inventaire complet. Ça permet également, si on prend l'exemple d'un employé qui arrive dans une entreprise, de lui assigner tel ou tel appareil et ensuite, que ce soit pour les ressources humaines, pour le département informatique ou pour cet employé, d'avoir une vue sur ce qu'il a. Et également, si on prend le contraire, si un employé part, on a en tant qu'entreprise aussi une vue complète sur tous les équipements que cet employé a et qu'il va devoir justement rendre à l'entreprise. On peut également avoir des règles. Si je prends par exemple, si un nouvel employé joint l'entreprise et qu'il sera au niveau des directeurs, peut-être que pour les directeurs, les équipements de base incluent un iPen, par exemple. Alors que potentiellement, pour un employé qui est pas du niveau directeur, l'équipement de base n'inclut pas d'iPen, mais uniquement, entre guillemets, un iPhone XS. Du coup, c'est justement ce portail qui peut permettre d'avoir une vue globale et une vue d'ensemble. Et une fois qu'il est mis en place, le portail il tourne et il n'y a pas besoin de passer trop de temps dessus. D'un point de vue des ressources humaines,
il permet de fixer des règles. Par exemple, qui a le droit de commander quoi. Là, j'ai pris l'exemple plutôt de l'IPEN pour un directeur, d'avoir un aperçu des avoirs actuels. Évidemment, quand on parle d'une entreprise de 5 personnes, c'est facile de savoir qui a quoi, mais dès qu'on parle d'une entreprise qui a plus d'employés, la partie inventaire, c'est toujours quelque chose d'assez important et d'assez compliqué à avoir. Le produit, il est également synchronisé avec les groupes Active Directory, ce qui permet justement d'utiliser la même structure qui est déjà en place, typiquement des groupes AD pour tel employé de tel département. On peut assigner, OK, bah, ce groupe aura le droit à ces équipements. Du coup, on peut vraiment utiliser une structure qui est déjà en place dans l'entreprise et des workflows automatiques suivant les demandes, c'est-à-dire que si un utilisateur demande un nouvel équipement, les workflows sont mis en place automatiquement. C'est pas quelqu'un manuellement qui va devoir regarder la demande. OK, alors telle personne a déjà tel appareil, du coup, s'il veut un nouveau, c'est des approbations, etc. On peut prendre pour exemple que chaque employé peut commander automatiquement, sans problème, un iPhone SE pour lui-même. Et il désire un iPhone 13, par exemple, euh, un deuxième workflow va être lancé. Et à ce moment-là, vu que c'est un iPhone 13 et que ce n'est pas les coûts de base, d'autres approbations vont devoir être faites, que ce soit à son line manager ou à un responsable de département. Du côté de l'IT, la synchronisation, le portail met à disposition une synchronisation automatisée avec des systèmes UEM existants, donc existants au pluriel. Plusieurs UEM sont compatibles avec ce self-service portal. On verra un peu plus tard lesquels le sont. Évidemment, plusieurs connexions possibles en même temps. Un accès contrôlé par rapport au rôle. Du coup, d'un point de vue des employés, on peut leur assigner certains rôles, on peut en enlever d'autres. On peut voir sur la partie de droite ces différents rôles, demander une réparation d'un appareil, bloquer un appareil, débloquer un appareil, localiser, le retirer, du coup, retirer du UEM sur lequel il est enregistré, le wiper, ou également enregistrer un nouveau. Si on prend par exemple une politique où les appareils BYOD, c'est-à-dire Bring Your Own Device, est accepté, les utilisateurs peuvent également enregistrer eux-mêmes leur device. Et du coup là, on peut voir aussi Own Asset ou All Assets, en l'occurrence pour les employés, par exemple, ça ferait du sens de leur permettre ça uniquement sur leur propre appareil et évidemment pas sur tous les appareils. Également, on peut mettre en place des actions automatiques pour, par exemple, des migrations de UEM, étant donné que le self-service portal est indépendant des UEM, on peut en mettre de plusieurs fournisseurs différents et on peut également l'utiliser pour faire des migrations. D'un point de vue des achats, il propose une prise en charge de plusieurs fournisseurs. On peut avoir une vue exhaustive sur les stocks et ça permet justement une certaine proactivité. On peut voir on peut également avoir une vue complète du nombre d'équipements qui a été commandé chez tel fournisseur ou tel fournisseur. Et encore une fois, la partie stock, je pense personnellement, est très importante pour des entreprises moyennes ou grandes, surtout grandes. Les différents packs qu'on peut avoir avec ce self-service portal, on en a 3 actuellement. Le premier, expérience, qui met à disposition un webshop, la capacité d'avoir des FAQ qui peut être évidemment très intéressante pour des entreprises. Avant que les employés contactent un service informatique, peut-être qu'une FAQ peut répondre à leurs questions ou à leurs soucis. Device repair, ce qui peut être également intéressant parce que si on donne la capacité à un employé de faire une demande de réparation d'un appareil, la demande va directement aller vers la bonne personne grâce au workflow justement derrière. C'est pas la requête qui va partir d'abord au premier niveau qui ne peut ou que la politique d'entreprise fait que c'est pas eux qui doivent le faire, ensuite qui passent la demande plus loin, vraiment avec toute l'automatisation derrière
des workflows, on peut faire aller les demandes directement aux bonnes personnes. Et Customer Service, en plus de ces 4 points, ajouté à ces 4 points, si on prend le pack Connect, on a également l'Employee Dashboard, Asset Information, Asset Management. On peut aussi avoir le Centralized Asset Procurement. En prenant par exemple, Martin, on a parlé un petit peu plus tôt dans la matinée, on prend par exemple la gestion des abonnements mobiles, tout simplement. Si un employé a un abonnement S, par exemple, et qui pense que ça ne lui suffit pas, il fait une demande justement pour étendre son abonnement, pour avoir l'abonnement M ou L. Et après, encore une fois, derrière, toute la partie workflow avec les approbations, etc. Ajouter à tous ces points, pour le dernier pack, Workplace Enterprise, on a également Platform Automation, UEM Migration, du coup pour migrer d'un système à un autre, et la partie reporting justement pour cette migration. Au niveau des phases, si vous décidez d'aller de l'avant et de lancer ce projet pour avoir ce self-service chez vous, il se décompose en 7 phases, ou en 8, disons. La phase 0 étant l'acceptation de la commande, évidemment. Ensuite, la phase 1, ensemble, entre vous et nous, on fait un workshop initial pour remplir ce qu'on appelle une checklist de pré-déploiement, où dans un document, toutes les informations importantes à la mise en place du tenant sont remplies. On peut également faire intervenir différents départements, différentes parties prenantes qui ont l'utilité de ce self-service portal pour avoir vraiment toutes les informations nécessaires à la mise en place du tenant. Ensuite, à la phase 2, nous, en tant que Nomasis, on crée le tenant grâce à la checklist, justement, en la suivant et en mettant toutes les informations qui ont été discutées dans la phase 1. La phase 3, ensemble de nouveau, entre vous et nous, la configuration, du coup plus en détail, vraiment dans le système. Phase 4, une formation initiale pour la partie ingénierie, du coup les personnes de votre côté qui géreront ce self-service portal. Du coup là, on parle vraiment pas des employés ou du support premier niveau par exemple, mais vraiment de la partie engineering. Ensuite, la phase 5, fin d'installation, tout est bon, on peut le mettre en production, entre guillemets, ou on commence à l'utiliser. Phase 6, on fait ce qu'on appelle des service calls avec vous, où on peut discuter de ce qui a bien été, ce qui va bien, ce qui a moins bien été, ce qui peut être changé, etc. Et à la fin, une fois que tout ça a été mis en place et tout ça, et toute la partie projet, justement, a commencé et le rollout a été fait, la première facture arrive. Au niveau des UEM supportés, actuellement, on peut voir que les UEM qui sont supportés sont Intune, Jamf, Mobile Iron Core, Mobile Iron Cloud, Workspace ONE et Samsung Knox. Au fil du temps, d'autres UEM vont être rajoutés. Actuellement, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont supportés. D'un point de vue LDAP, je l'ai mentionné plus tôt, on peut utiliser des groupes AD et du coup utiliser une structure déjà en place. Donc, on peut utiliser un AD on-prem ou l'Azure AD. Évidemment, on recommande d'utiliser la AD, donc Azure AD, plutôt qu'un AD on-prem s'il y a la possibilité d'en avoir un, parce que c'est toujours plus facile justement de connecter au cloud, quelque chose qui est déjà dans le cloud, sans avoir besoin d'avoir un connecteur. Mais les deux sont supportés et les deux peuvent être utilisés. Telco Support, même chose, Martin l'a mentionné dans sa présentation ce matin. J'ai aussi mentionné cette partie un peu plus tôt. Chaque opérateur à l'avenir pourra gérer ses PSIM, c'est-à-dire les cartes SIM physiques et les eSIM. Du coup, la partie vraiment abonnement, on pourra également gérer ça depuis le portail. Et encore une fois, mettre en place tout un panel de workflow automatique pour que vraiment tout soit automatisé, puis que tout aille, en fait, toutes les demandes aillent chez la bonne personne directement sans que quelqu'un doive assigner telle tâche à telle personne. Par rapport aux employés, vraiment, ce portail il a été designé pour leur permettre de faire un maximum de choses, que ça aille de la partie commandée où ils peuvent demander
un nouvel Android, un nouveau Samsung, un nouvel appareil, un nouvel écran, un nouveau clavier, la gestion de leurs propres appareils, la partie sécurité évidemment qui est toujours importante, la partie réparation également. Vraiment ce côté où un portail a tout, c'est vraiment ce qu'on voulait apporter avec ce portail, c'est un endroit où on peut tout gérer, pour les employés, puis vraiment apporter cette user experience la meilleure possible. Et encore une fois, tout ça sans formation à l'utilisateur car le portail est très intuitif. Là, on peut voir une vue justement de l'employee dashboard où il y a différents points qu'on peut faire. On va aller au travers de quelques-uns de ces points. On peut voir en haut Shop où il y a la possibilité de commander directement chez un fournisseur des appareils. Actuellement, seulement PrestaShop est intégré. PrestaShop, c'est une plateforme pour créer son propre e-commerce. Mais à l'avenir, on peut imaginer que d'autres fournisseurs pourront être ajoutés, puis on peut faire justement cette commande depuis le portail. On peut voir aussi au milieu avec un système de voucher où on peut imaginer que suivant la politique d'entreprise, que tous les 2 ans, par exemple, chaque utilisateur a un voucher de 500 francs ou 1000 francs, disons, c'est-à-dire que tous les 2 ans, ils peuvent commander un nouveau Natel. Ça veut dire qu'après 2 ans, tel utilisateur aura le voucher de 1000 francs. Du coup, il peut se dire, OK, alors maintenant, ça fait 2 ans que j'ai ce Natel, je vais commander un nouveau, dans le range de prix du voucher, évidemment, et la commande part automatiquement. Et on peut imaginer que si un utilisateur veut en commander un nouveau Natel en dehors de ces 2 ans, sans voucher, du coup, là, un autre workflow par an se lance et tout un système d'approbation commence. On voit également en haut, à côté du bouton Shop, en bleu foncé, la partie FAQ, comme j'en ai parlé avant. Ensuite, on voit le Add New Request, où ils peuvent créer des nouvelles requêtes pour un nouveau Natel, par exemple, un nouvel équipement, ou toute autre requête qu'ils veulent faire passer au département informatique. Register pour enregistrer leur propre device, comme je disais avant, dans le cas où une entreprise accepte les BYOD. Ici, en l'occurrence, si plusieurs UIM sont intégrés dans le portail, il y a toujours un UIM qui est par défaut. Et du coup, si on clique sur le bouton Register ici, la requête pour enrôler l'appareil sera faite au UIM par défaut. Et si on prend par exemple Mobile Iron qui est supporté et qui est complètement intégré dans ce portail, si vous faites Register et que la requête part à Mobile Iron, le portail recevra également le code PIN pour l'enrôlement depuis le device lui-même. Et en haut à droite, on voit créer ticket. Du coup, c'est la possibilité également de créer des tickets depuis ce portail. Actuellement, le portail est en 3 langues, en anglais, français et hollandais. C'est pas exclu que dans le futur d'autres langues arriveront, mais actuellement, c'est ces 3 langues qui sont disponibles. D'un point de vue du département informatique, le but là derrière, c'est de réduire la charge de travail en automatisant un maximum de choses et en permettant justement aux employés de pouvoir passer leur temps sur des tâches plus importantes à l'entreprise et au département et de moins perdre du temps entre guillemets sur des choses plus petites et qui prennent du temps à mettre en place. Que ça aille là, 3 points, par exemple, que ça aille de la découverte de l'appareil à une migration du UIM ou directement des actions sur les appareils. Également, tout ça grâce on voit le deuxième gros point, permet le self-service. Tout ça grâce au fait que les employés peuvent faire beaucoup de choses, que ce soit les actions sur les appareils. On a vu avant les différents droits, on peut débloquer, bloquer, etc. Le fait que les employés puissent faire ça sur leurs appareils, ça permet au département informatique d'être un peu moins impliqué dans ces petites tâches. Et évidemment, toute une partie reporting qui permet de sortir des rapports pour savoir comment toute cette partie tourne. On voit à droite, du coup, de nouveau une vue de ce qui est supporté par ce portail. On peut également voir que le MTD Lookout est supporté, ce qui peut être intéressant aussi. Je sais que plusieurs entreprises utilisent également.
Au niveau des défis que nous voulons résoudre avec ce portail, le but, c'est vraiment de rendre une entreprise plus efficace et de passer moins de temps sur des petites choses qui, à terme, réduit les coûts d'exploitation de toute la partie inventaire ou toute la partie vraiment appareil que l'entreprise met à disposition, vraiment la gestion des actifs. Le deuxième point, encore une fois, vraiment l'expérience des employés, c'est vraiment une notion centrale pour que les employés soient heureux. Pour vous en tant que département informatique, mais pour nous aussi en tant que partenaire. Et on veut apporter à votre entreprise une expérience à domicile, entre guillemets. Ce qu'on entend par là, c'est si on prend l'exemple de Digitech, par exemple, c'est vraiment un site où on peut tout commander, que ça aille du clavier, de l'écran, à l'imprimante, aux cartouches d'encre, vraiment une expérience ou un endroit pour tout gérer. Et on voit sur la liste de bas différents défis, différents points importants qu'on peut résoudre, qu'on veut résoudre. L'inventaire mobile est coûteux, toute la partie automatisation justement qui règle ce souci. La partie MDM et inventaire qui sont 2 systèmes différents, c'est-à-dire que tous les devices qui sont, tous les appareils qui sont de la partie MDM, on doit potentiellement les intégrer dans dans un système d'inventaire. Ici, en l'occurrence, le Self-Service Portal, on peut avoir les deux, un inventaire et la gestion des mobiles. Beaucoup d'appareils, beaucoup de profils. Ici, on parle d'un portail vraiment central où tout s'y retrouve, des workflows qui sont uniques, où chaque action doit être faite manuellement en guillemets. Ici, on crée des workflows qui vont être utilisés beaucoup de fois, à chaque fois que des demandes correspondent à ces workflows, justement. Gestion du lieu de travail, le stress des migrations des MDM, des réglages manuels, justement tout ça qui est réglé grâce à ce portail et qui peut être très intéressant. Au niveau des employés, je reviens sur vraiment ce côté webshop pour la sélection de nouveaux équipements, où on donne vraiment l'opportunité aux employés de faire leurs demandes eux-mêmes et puis que tout derrière se fasse automatiquement. Aperçu des stocks actuels, je pense qu'il y a vraiment, selon moi, un point très important. Action en libre service aussi. On ne doit pas attendre le lundi matin en tant qu'employé pour aller au département informatique pour dire mon attel est cassé, j'ai besoin d'un nouveau. On peut vraiment le faire 24 heures sur 24 étant donné que c'est un portail en ligne et automatique. Et encore une fois, un point qui est vraiment important selon moi également, c'est qu'aucune formation n'est requise étant donné qu'il est très intuitif. Là, on voit justement de nouveau une vue des différents appareils qu'un utilisateur a et les boutons en haut à droite qui représentent justement les actions que l'utilisateur peut faire sur ces équipements. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, oui, merci beaucoup Mathieu et puis Alessio pour vos présentations de cloud-borne devices et puis la gestion, et ainsi que le WSS, donc le Workplace Self-Service portail que Alessio nous a présenté. Ben, vous voyez, on a beaucoup parlé maintenant des services, des services opérationnels, donc de ce que vous faites ou vos collègues ils font tous les jours, et comment nous, on peut vous aider là-dedans pour libérer vos équipes pour faire d'autres tâches plus importantes au sein de votre société. Et puis nous, on prend en charge la mobilité, qui est un domaine assez spécifique. On ne doit quand même pas oublier, ce sont des services qu'on vous a présentés là, mais on continue bien entendu à faire tous les gros projets importants qui vous aident et qui vous amènent à avoir une infrastructure mobile performante et puis une infrastructure pour gérer les appareils mobiles en toute sécurité et puis aisément, sans interruption. Donc, ce sont des tâches qui restent très importantes pour nous. Et puis, on a tout ce qu'il faut pour vous aider là-dedans. Donc, s'il s'agit du conseil, s'il s'agit d'engineering, s'il s'agit des services complets, des services managés, des services de notre centre Mobile Operation Center, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser encore maintenant. Si après réflexion, vous avez des questions qui vont encore arriver,
Mais on est là pour vous. Vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez nous appeler. On vient volontiers sur place chez vous pour vous rendre visite. Et puis, avec ça, je vous dis merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tout le monde pour cette belle matinée. Et puis, à tout bientôt.